Je vais demander à Madame Béatrice Bertrand maintenant de nous parler de la place de la religion au sein des cimetières nationaux et nécropoles nationales françaises d'Alsace-Lorraine. Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de ces journées d'études de m'avoir permis de pouvoir vous présenter mon mémoire, une partie de mon mémoire qui tourne autour des cimetières nationaux et nécropoles nationales françaises en Alsace-Lorraine. Alors, je m'excuse par avance si je ne suis pas aussi à l'aise que mes prédécesseurs, parce que c'est ma toute première communication. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout d'abord sur la région, mon corpus d'études. Donc, il y a 271 nécropoles nationales françaises qui sont implantées sur le territoire national. Et il y a à peu près la moitié de ces nécropoles qui se trouvent dans la région d'Alsace-Lorraine, qui se composent ainsi. Il y a 6 départements, dont 3 qui ont été des territoires annexés, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, et 3 qui sont des territoires qui n'ont pas été annexés au sortir de la guerre de 1870. Alors c'est quelque chose qui va être assez intéressant à étudier parce que dans ces territoires qui ont été annexés, il n'y a pas eu certaines lois qui ont été légiférées, notamment la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, et je reviendrai là-dessus par la suite. Donc, qu'est-ce qu'une nécropole nationale ? Alors, je vais faire un distinguo puisque je parle de cimetière national et de nécropole nationale. Nécropole nationale, c'est un terme qui est actuel, qui est apparu à partir des années 1930 dans la presse et puis au niveau du langage de tous les jours. Et par contre, cimetière national, c'est un terme qu'on retrouve dans l'immédiate après-guerre, un petit peu en opposition avec les cimetières de guerre, et qui se retrouve dans tous les textes de loi. Donc une nécropole nationale, elle se compose d'éléments qui ont été codifiés par l'État afin de créer un visuel qui sera immédiatement reconnu par toutes les personnes qui visiteront ces cimetières pour les reconnaître comme cimetières militaires. Et les choses que j'ai pointées ici ne sont pas forcément présentes dans les nécropoles nationales. Ce qui est toujours présent, c'est le matricolore, l'indication de nécropole nationale et puis, depuis peu d'années, un panneau explicatif sur tous les sites qui comprennent ces cimetières. Alors, la nécropole nationale, elle a un statut particulier, donc je vais revenir sur les lois. Déjà, c'est un élément novateur dans le paysage français, puisque c'est une structure qui n'existe pas. C'est quelque chose qui est totalement nouveau suite à la loi, les lois dont on a parlé ce matin, de mort pour la France, les 2 lois de 1915, et qui octroient le statut de mort pour la France, qui donne droit aux combattants à une sépulture individuelle et perpétuelle et entretenue aux frais de l'État à partir de 1920. Elle va être soumise à diverses lois, notamment aux lois des cimetières civils, mais également à différents décrets qui vont être structurés par l'armée et par le ministère des Pensions. Et ce qui est intéressant par rapport à la loi de 1905, c'est que ça va lui octroyer un statut particulier. Alors, la loi de 1915 de séparation de l'Église et de l'État, l'article 28 précise que tout signe confessionnel dans un lieu public ou sur un monument public sont interdits. Par contre, ils sont tolérés au sein d'une structure funéraire. Donc, a priori, c'est un statut qui est décidé. On peut mettre des signes religieux dans un cimetière militaire. Mais on retrouve une circulaire d'ornementation des cimetières en date du 24 février 1927 qui stipule que la nécropole nationale, le cimetière national, c'est un monument national créé pour glorifier les morts pour la patrie. Donc c'est un statut qui va devenir ambigu parce que ici, en 1927, on établit que c'est un monument public et non une considération de cimetière. Donc on va voir un petit peu comment va s'articuler la place de la religion au sein de ces ensembles de cimetières. Alors par toutes les lois qui ont découlé de la Révolution et concordataires, il y a 3 religions qui sont reconnues en France. La religion pour les protestants, juive et puis catholique. Par contre, il n'y a pas beaucoup de statuts concernant les musulmans. Ça va apparaître qu'à partir de la Première Guerre, où il va y avoir une certaine considération pour ces combattants.
Il va y avoir également, en 1920, une réflexion sur comment reconnaître ces différents soldats. Est-ce qu'on leur attribue une individualité par la religion ou non? Et il est statué dans le décret du 25 septembre 1920 que je vous ai mis, c'est-à-dire qu'on va faire un monument individuel d'un modèle uniforme, c'est-à-dire de même standardisé, qui pourra comporter un emblème religieux. Et suite à ça, on va faire un appel à concours et on va demander plusieurs emblèmes qui doivent être dessinés ou décidés. Donc un emblème pour les chrétiens, catholiques et protestants, un emblème pour les juifs, un emblème pour les musulmans et un emblème de libre penseur. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire à l'heure actuelle, l'emblème de libre penseur sur lequel je vais revenir, ce n'est pas un emblème qui est attribué pour les gens agnostiques ou pour des gens dont on ne connaît pas la confession religieuse. C'est plus, on en a parlé ce matin avec l'intervention de la personne qui parlait sur les juifs tunisiens, les combattants, c'est un peu une pensée politique qui a été portée par Jean Jaurès notamment, et Anatole France et Victor Hugo, qui mettaient en avant les valeurs de la République et qui étaient plus un contraste pour dire qu'ils sont vraiment républicains et non religieux. Alors on va parler un petit peu de l'aménagement de ces différents emblèmes au sein des structures. Alors ils vont être calqués déjà, ils ne sont pas forcément légiférés. L'aménagement spatial va être laissé aux locaux, parce que ces structures sont soit réaménagées à partir de cimetières déjà existants, soit aménagées ex nihilo comme à Douaumont, c'est-à-dire que c'est un site où il n'y a pas de sépulture et on va intégrer certaines différences dans l'aménagement. Alors je vais beaucoup montrer pour la Meuse, parce qu'en Meuse il y a eu beaucoup de combattants musulmans qui ont été présents dans les régiments, et donc il va y avoir énormément de morts à prendre en charge et on va faire différents aménagements. À Douaumont, donc c'est quelque chose d'ex nihilo. Le carré des musulmans, il est ici, il est prévu dans l'enceinte de l'espace funéraire. Il n'y a pas de rajout, c'est vraiment quelque chose qui est prévu dès les premiers plans à Douaumont. Donc c'est la nécropole nationale de Chattancourt, on le voit clairement, un rajout, puisqu'il se trouve à droite de l'espace. Et c'est un carré c'était des soldats qui étaient enterrés en cimetière communal, qui ont été transférés dans les années 50. Donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu à la base. Ici, à Haine-en-Argonne, il n'y a pas de carré confessionnal qui est dédié. C'est un alignement qu'on voit ici, voilà, le long de la clôture, si on peut dire. Voilà, donc c'est pour vous montrer les différents aménagements, mais il y a des places qui sont réservées dans certains cimetières pour les musulmans. Autre exemple, à Souham-Rampont, alors on a l'impression qu'il y a des alignements qui sont standards, les tombes sont à équidistante et puis les alignements également, mais on se rend compte quand on regarde sur le côté que ces tombes sont orientées. Alors c'est écrit dans la circulaire d'ornementation des cimetières dont je parlais tout à l'heure. Ils sont orientés ouest-est et ils semblent être alignés par rapport aux autres, mais ils sont quand même orientés. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant à remarquer. Au niveau de Wadelincourt, alors là c'est très intéressant, on a 2 ossuaires musulmans qui sont de chaque côté de la nécropole nationale. Alors pour moi c'est quelque chose d'assez étonnant parce que j'ai retrouvé Wadelincourt, c'était un cimetière d'hôpital, d'orientation et d'évacuation, Lachaud 6 et 12. Et j'ai des traces d'inhumation selon les rites musulmans. Et là, quand j'ai visité Wadelincourt, en fait, il y a 2 ossuaires et j'aimerais comprendre pourquoi. Enfin, ça sera à creuser. Alors, ces différences d'aménagement, je vous l'ai mis ici, elles ne sont pas forcément synonymes d'une différence de religion. On retrouve des alignements qui sont orientés différemment, selon également les nationalités. Je vous renvoie aux travaux de l'archéologue Guy Flucher dans l'Aisne, qui a fait un excellent travail sur les nécropoles nationales franco-allemandes et puis autres. Et là, ici, c'est la nécropole nationale de Rayon, qui est près de Lunéville. Donc ici, c'est le carré français, qui est orienté dans un sens. Ici, le carré allemand de la Première Guerre. Et ici, des combattants allemands de la Seconde Guerre. Donc on voit, ce n'est pas spécifique aux religions.
Alors très rapidement, je vais passer sur la monumentalité parce qu'une nécropole nationale, ce n'est pas seulement des alignements d'emblèmes, c'est également des élévations, des monuments. On retrouve des calvaires. Donc ici, on a la nécropole nationale de Moche en Alsace, où il y a un calvaire avec un Christ crucifié qui domine la nécropole nationale. À Villette, c'est une nécropole allemande à l'origine, qui a été réemployée et ils ont gardé où les Français ont inhumé leurs combattants après avoir déterré les Allemands, et donc ils ont gardé le calvaire. On retrouve au niveau des monuments tout ce qui est un petit peu comme les monuments aux morts, la Mater Dolorosa, donc les Pietas qui sont réinterprétés. On a ici une Lorraine qui porte un soldat. Là, c'est une mère, etc. Alors, c'est plus ou moins reconnaissable. Celle qui est à Saint-Miel, elle est particulière parce que c'est quelqu'un qui tient une mère qui est dans la douleur. C'est une statue de la Renaissance du sculpteur Ligier Richier, qui est très connu en Meuse. Et ils ont pris cette thématique pour mettre à l'intérieur de la nécropole nationale de Saint-Miel. Alors, des ensembles qui ne sont pas courants, je vous montre ici, c'est une table d'attente des morts. Alors, c'est une structure qui se retrouve dans les cimetières civils. Cette structure, elle permet, je vous ai mis une illustration ici, de poser le cercueil et, avant la mise en terre, de faire les offices religieux. Alors ça, c'est une structure qui se retrouve beaucoup dans le centre Val-de-Loire. Jean-Philippe Chimier, qui est archéologue à l'INRAP Val-de-Loire, a travaillé sur ces structures. On retrouve ici une structure aussi qu'on retrouve dans les cimetières civils, alors plus communément dans le sud-ouest. Ici, c'est à Pierrepont, c'est une lanterne des morts. Ça permettait aux gens qui étaient décédés d'accéder à la lumière de Dieu. Voilà, c'était une façon de pouvoir partir dans l'au-delà. Alors, les chapelles, je ne vais pas trop, parce qu'il y a une communication derrière. Dans mon corpus, j'ai 5 chapelles qui sont intégrées à un ensemble funéraire, à une nécropole nationale. Alors, il y a là, on peut remarquer une différence entre les territoires annexés et non annexés. Il y a la nécropole nationale de Riche. Alors, c'est quelque chose qui a été rapporté, on en a parlé ce matin, qui n'était pas initialement prévu, mais qui a été ramené pour permettre aux gens, lors des pèlerinages, de se recueillir. On voit clairement qu'elle est en dehors de l'espace funéraire. Ici, il y a une haie. On a la même chose à Metz-Chambières. Donc, c'est une structure qui est reconnaissable. On voit bien que c'est une petite chapelle. Elle est en dehors de l'espace funéraire. Elle est séparée par des allées et des plates-bandes gazonnées. La seule qui est intégrée sans différence ou sans allées ou séparation, c'est celle qui se trouve au col du Wettstein. En plus, elle est ouverte, donc les gens peuvent y aller tout le temps. Les autres sont fermées, elles sont ouvertes juste aux commémorations. Au niveau des autres chapelles qui ne sont pas dans les territoires anciennement annexés, il y a celle de Frascati, qui se trouve dans un ancien corps de ferme. On a du mal à distinguer que c'est une chapelle, vraiment, quand on va sur les lieux. Bon, il y a un petit peu le clocher qui peut nous indiquer ça, mais ce n'est pas forcément indicateur quand on visite le site. Et puis une qui est complètement cachée, c'est celle de Douaumont. Donc elle est à l'intérieur de l'ossuaire. Là, on retrouve une lanterne des morts. Enfin, moi, je trouve qu'elle ressemble plus à un phare, mais elle est complètement à l'intérieur. Donc on voit bien une vocation de masquer quelque part la piété religieuse qui pouvait être témoignée lors des pèlerinages sur le front dans les territoires non annexés où les chapelles ne sont pas strictement reconnaissables. Ça, c'est la scénographie qui a été voulue par l'État. Au niveau des emblèmes, ça représente une armée qui se dresse, les soldats sont au garde à vous, ça représente une armée. Et ce qui était voulu en scénographie, la plupart du temps, vous l'avez sur le colloque, c'est les emblèmes sont les uns à côté des autres. C'est un petit peu commémorer la liberté de culte, égalité dans la mort avec des emblèmes qui sont standardisés de même grandeur. Et puis, fraternité, ils ont combattu ensemble, donc ils restent ensemble dans la mort. Donc en général, ils sont tous alignés, c'est le schéma commun. Et puis, ça permet aussi d'instituer un certain rappel à ce que Poincaré aimait souligner, l'union sacrée. C'est-à-dire que quelles que soient les convictions religieuses ou les convictions politiques, tous les combattants se sont battus ensemble, donc ils doivent rester ensemble dans une nécropole. Les aménagements dont je vous ai parlé, spatiaux, ils sont vraiment ponctuels. Il n'y en a pas énormément.
Alors, le problème, c'est la dotation des emblèmes. On en a parlé ce matin, c'était assez passionnel avec M. Barcellini. Comment sont attribués les emblèmes? Alors, on voit bien que la religion, c'est une affaire personnelle, tout le monde l'a souligné depuis ce matin. Lors de la relève des corps, ce qui est important, c'est l'identité. La religion, elle n'est pas connue, elle n'est pas mentionnée. Enfin, voilà, il n'y a pas lieu de la mentionner, c'est vraiment l'identité qui est importante. Par contre, au niveau de la religion, c'est ni marqué dans le livret militaire, ni dans la fiche matricule. Alors, comment on va savoir? Alors, l'État, il a statué là-dessus, il dit que c'est aux familles de stipuler la religion des combattants. Seul problème, c'est que s'il faut que la famille soit au courant, il faut qu'on ait identifié le soldat, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ici, je vous ai montré ce que j'ai retrouvé à Chaulois-Ménillot, donc c'est près de Toul. Ça, c'est un soldat qui est décédé à l'hôpital, où il y a la mention de protestant. Et ici, c'est un soldat, un tirailleur sénégalais qui est marqué musulman, pareil, qui est décédé à l'hôpital de Lunéville. Alors on connaît la religion parce que tout simplement, les combattants, quand ils étaient admis à l'hôpital, ils devaient se signaler s'ils n'étaient pas de religion catholique. Donc il y avait un registre à l'entrée où les soldats pouvaient demander, selon leur confession, un aumônier qui pouvait venir les voir. Dans les registres des listings de cimetières, on retrouve arabes musulmans, indigènes, qui sont des mentions qu'on retrouve régulièrement. Ça, c'était parce que les emblèmes étaient quand même marqués pendant la guerre dans les cimetières de guerre, et puis parfois, les gens du même régiment pouvaient donner aussi une appartenance à la foi de leurs amis, en fait. Quand on ne connaît pas l'identité, pendant la relève des corps, on fouille les poches, on fouille un petit peu les soldats, donc on va retrouver des petits livrets. Ce matin, on a parlé de la tefila, qui avait été aussi présentée. Donc on retrouve des objets, on l'a vu dans la communication précédente, des scapulaires, des choses comme ça, des chapelets, qui témoignent de la ferveur religieuse, mais on a certains combattants qui vont, eux, déclarer appartenir à une religion pour être sûr qu'on ne se trompe pas. Donc ça, c'est retrouvé sur la base Gallica. C'est une lettre que j'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps. Alors là où ça pose problème, je vous montre quelques petits, on en reparlera s'il y a des gens qui sont intéressés. Alors je vais commencer par celui-ci. Sur la plaque, c'est un tirailleur sénégalais, c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a marqué musulman, il est quand même enterré sous une stèle hébraïque. Donc là, il y a vraiment un problème, il y a une erreur. Là, c'est à Saint-Miel, ce sont des Indo-Chinois qui sont enterrés sous stèle hébraïque. Alors, il faut savoir que les Chinois et Indo-Chinois, ils peuvent être musulmans. Est-ce qu'il y a eu une confusion dans les emblèmes qui ont été attribués? Ça se peut. Ici, on a 2 soldats consonance Afrique du Nord, je pense au niveau des noms quand même, qui sont enterrés sous emblèmes chrétiens. Et puis ici, moi, ça me pose aussi problème. 2 soldats qui ont été identifiés, dont un qui est certainement israélite. Il y a une stèle israélite, mais pour l'autre soldat, le nom ne montre pas qu'il peut être juif. Alors, autre problème pour les stèles coloniales, je parle de mon cas personnel. J'ai un aïeul qui était dans les tirailleurs algériens, qui s'appelait Thomas Bernat, qui était espagnol, d'origine espagnole, qui a disparu à la Côte du Poivre. Et on retrouve dans beaucoup de nécropoles, sous la stèle musulmane, un inconnu, donc avec tirailleur algérien. Là, on a tirailleur algérien inconnu musulman. Comment pouvait-on être sûr, puisque souvent, c'était par rapport aux habits aussi auxquels on attribuait une religion. S'ils faisaient partie d'un certain corps, on décidait qu'ils étaient indigènes, donc on leur mettait des stèles musulmanes. Donc ça pose aussi un problème. Tous les tirailleurs algériens et autres combattants n'étaient pas forcément musulmans. Alors pour terminer, moi j'aimerais aborder quelque chose qui est assez intéressant, c'est la piété et la dévotion religieuse des familles des combattants qui perdurent encore aujourd'hui. Il y a eu une circulaire dans les années 27 qui demandait aux familles de ne pas changer l'aménagement des cimetières, de ne pas faire enlever les emblèmes et de mettre des monuments religieux ou personnels, comme dans le civil. Ici, on se retrouve avec un courrier en 70. Il y a des gens qui ont amené des objets religieux sur une tombe. Le gardien leur a écrit pour leur stipuler que c'était strictement interdit, parce qu'il fallait maintenir la grandeur et la simplicité des cimetières militaires.
Seuls les petits objets sont autorisés. Alors ici, je vous montre, c'est à Vergaville. La première fois que j'y suis allée, il y avait ce chapelet. Et la deuxième fois, c'était 6 mois après, il y avait celui-ci. Donc je pense qu'il continue à enlever les objets de piété religieuse. Et je pense qu'il serait intéressant de voir où sont stockés ces objets après, ce qu'ils en font, et puis la proportion des objets de dévotion qui sont amenés par les familles. Voilà, je vous remercie. Ne l'a pas admise comme ceci, ce fut un combat des habitants pour... elle était construite avec les briques de l'usine qui avait été détruite dans la ville, et c'était un combat de plusieurs années avec l'État. Et quant au calvaire de Moche, il rejoint le calvaire du Wechstein, le calvaire de tous les cimetières des tirailleurs, des chasseurs alpins, oui, qui ont imposé, malgré l'État, le calvaire dans leur cimetière. Chaque fois que vous il y a des structures qui me posaient problème. Et alors j'ai trouvé, il y en a un aussi à Frascati, donc près de Lunéville, et ça c'était une dotation privée, c'était un cimetière privé à l'origine. Donc il y a certains symboles religieux qui sont là parce que soit c'est des cimetières qui étaient à l'origine privée, soit peut-être pas forcément... Le cas de Rayon aussi, c'est un cimetière privé à l'époque, c'est l'instituteur et l'institutrice, je veux dire. Et le cas également du cimetière Frascati qui a été financé par l'institutrice du village. Et vous avez des documents très détaillés aux archives de la DNPA à ce sujet-là. Voilà, donc quelques précisions. Merci beaucoup.